Certains modèles d'avions ne durent pas longtemps. Ils sont incapables de survivre à leur époque. D'autres, beaucoup moins nombreux, semblent éternels. Celui-ci a duré tellement longtemps qu'il a eu 3 dénominations successives, BT2D, AD et pour finir A1. Ces qualités font dire de lui que son seul défaut est qu'on n'en a pas fabriqué assez. Le premier Douglas Sky Raider, le Destroyer 2, vole pour la première fois en mars 1945. Il sera utilisé sans interruption jusqu'au Vietnam. Après ses dernières missions pour l'US Navy, le A1 a continué d'être utilisé à terre par les armées de l'air américaines et sud-vietnamiennes. Mais on ne sait pas bien ni où ni quand a eu lieu sa dernière mission. Il faut dire que les A1 se sont répandus dans le monde entier. Il semblerait que le Tchad utilisait encore des A1 en 1979. Le Sky Raider était déjà considéré comme dépassé alors que son développement était en cours. Après tout, il a été conçu et réalisé en même temps que les premiers appareils à réaction et alors même que les stratèges militaires étaient obsédés par la vitesse. La plupart des ingénieurs cherchaient à franchir le mur du son. Ceux de chez Douglas en étaient encore aux hélices et aux moteurs en étoile. Ce projet était considéré comme le plus évolué pour un avion à moteur à piston, mais beaucoup le jugeaient inutile. En 1925, 20 ans avant le premier vol du Sky Raider, l'US Navy n'avait qu'un seul porte-avions. En 1935, elle en a seulement 4. L'aviation embarquée n'en est alors qu'au stade expérimental. L'utilité de ces gros navires est discutée. La puissance des marines se mesure encore au nombre et au calibre des canons de leurs cuirassés. Pendant les années 20 et les années 30, le nombre des navires et des avions de guerre n'augmente que lentement. On a procédé à beaucoup d'essais pour évaluer l'intérêt de l'aéronaval. Et les équipages, en démontrant un savoir-faire de plus en plus grand, ont apporté beaucoup d'eau au moulin des partisans des porte-avions. On savait maintenant que l'issue d'une bataille navale reposait sur l'aviation. Une série de manœuvres navales réalisées à partir de 1928 ont apporté la preuve de la supériorité des porte-avions et de leur aviation sur des forces terrestres. Certains principes fondamentaux de défense se sont retrouvés ébranlés. Des bases éloignées des zones de combat, donc supposées à l'abri, n'étaient plus hors de portée. Au cours de manœuvres réalisées en 1929, le canal de Panama s'est retrouvé hors d'usage sous les effets d'une seule attaque aérienne lancée à partir d'un seul porte-avions. Étant donné l'importance stratégique de ce canal, les responsables de la défense ont été obligés de réagir. Les pilotes de l'aéronaval se sont organisés. Ils savaient ce qu'ils pouvaient tirer de leurs avions.
Désormais, les porte-avions embarquaient des appareils spécialisés, des chasseurs, des bombardiers et des patrouilleurs pour la reconnaissance et l'identification. Bombarder des navires à haute altitude s'était révélé inefficace. Les bombes manquaient de précision et les avions de stabilité. Un bateau, même ancré, est très difficile à toucher et quand il se déplace, c'est pratiquement impossible. Les pilotes de l'aéronaval ont dû perfectionner leur technique de bombardement en piqué. Par la suite, ces méthodes se révéleront efficaces même sur le champ de bataille. L'aéronaval a aussi commencé à utiliser comme la marine des torpilles. Elles étaient efficaces mais difficiles à installer sur des avions. Il a fallu à la fois développer des torpilles aériennes et adapter des avions pour les recevoir. Le rôle des bombardiers s'est scindé en deux. Il y avait désormais sur les porte-avions des bombardiers torpilleurs et des bombardiers de piqué. Il y avait aussi des chasseurs bien plus maniables. L'importance des porte-avions était maintenant reconnue. L'efficacité d'un porte-avions dépendant de celle de ses avions embarqués, les batailles navales étaient en train de se transformer en batailles aériennes. Avec la montée du risque de guerre au cours des années 30, cette évolution a beaucoup préoccupé les amiraux, les ingénieurs aéronautiques, les pilotes et les hommes politiques. En 1938, au cours d'autres manœuvres navales, les pilotes de la marine américaine ont démontré à nouveau l'efficacité des porte-avions en simulant une attaque contre un objectif stratégique, Pearl Harbor. Trois ans plus tard, une attaque japonaise similaire, mais réelle, déclenchera l'entrée en guerre des États-Unis. La marine japonaise avait étudié de près les porte-avions. Elle en avait appris beaucoup avec ses propres études, mais aussi en observant l'US Navy. Les Japonais employaient les mêmes méthodes, leurs avions étaient copiés sur ceux des Américains. Ils ont obtenu des résultats comparables à ceux de la marine américaine au cours de ces exercices, et leur victoire a été une surprise redoutable. Pearl Harbor a réduit au silence les partisans inconditionnels des cuirassés. Dans le Pacifique, cette question s'est réglée d'elle-même. Les porte-avions étaient les seules forces américaines encore en état de riposter. À cette époque, l'aviation était en pleine mutation. Des monoplans commençaient à remplacer les vieux biplans. Les avions utilisés au début de la guerre avaient beaucoup de défauts. Ils n'étaient pas adaptés au combat. Par chance, avant l'éclatement du conflit en Europe, les bureaux d'études ont disposé d'un bref délai, mais suffisant tout de même pour en mettre au point et en fabriquer des plus efficaces.
À bord des navires américains, les Curtiss Helldivers et les Grumman Avengers vont supporter tout le poids de la guerre. Ce sont des bombardiers de piqué biplace et des avions torpilleurs à 3 membres d'équipage. Le Helldiver, un biplace commandé en 1939 et qui vole pour la première fois en 1940, sera le bombardier de piqué standard de la Navy les 2 dernières années de guerre. Mais il a eu beaucoup de problèmes. Il manquait de stabilité, son rayon d'action opérationnel était limité à 400 km et il était difficile à entretenir. Sa capacité d'emport de bombes et sa longueur de décollage étaient moins bonnes que prévu. Mais les Helldivers étaient tout de même les meilleurs appareils existants. En revanche, les Avengers, les avions torpilleurs de Grumman, ont été une réussite complète. Les appareils qu'ils remplaçaient, les vieux Douglas Devastators, étaient tellement dépassés que la production des Avengers a été lancée alors que le premier prototype ne volait pas encore. Ce pari a payé. Les Avengers, qui étaient capables de décoller avec près d'1 tonne d'armement, se sont révélés irremplaçables. La Navy les a utilisés jusqu'en 1954. Les premiers combats ont aussi montré que le déploiement de bombardiers et d'avions d'attaque était périmé. Avec la vitesse et la puissance de feu des chasseurs, les bombardiers étaient incapables de se protéger eux-mêmes. Leurs mitrailleurs n'étaient plus suffisamment dissuasifs pour des chasseurs. Les bombardiers avaient désormais besoin de leurs propres chasseurs d'escorte. Leur tourelle arrière ne servait plus à grand-chose. Mieux valait la remplacer par du carburant ou des munitions supplémentaires. Malgré des pertes, la flotte américaine, constituée pour l'essentiel de porte-avions, a dominé le Pacifique. Au cours de la guerre, le Japon va perdre 39 cuirassés ou croiseurs, 4 coulés par des navires de surface américains, 8 par des sous-marins et le reste, 27, par des avions embarqués sur porte-avions. Son aéronavale était une des meilleures armes des États-Unis. On savait qu'elle survivrait à la guerre. Il y avait maintenant des nouveaux moteurs puissants et fiables, et on savait prévoir le comportement d'un avion en fonction de ses formes. Les combats avaient montré qu'on n'avait plus besoin de mitrailleurs ou d'opérateurs de bombardement. Le prochain avion d'attaque de la Navy sera donc un monoplace. Le bureau d'études de Douglas travaillait depuis 1942 sur cet appel d'offres. Mais le BTD-1 ressemblait à un avion d'avant-guerre. Il n'avait aucune chance de remporter le concours de la Navy face entre autres au redoutable Martin AM-1. Le 16 juin 1944, au cours d'une réunion entre les responsables de Douglas et ceux de la Navy, l'ingénieur en chef de Douglas, Ed Heinemann, demande l'autorisation d'abandonner ce projet et d'utiliser les fonds encore disponibles pour en concevoir un autre. Pendant toute la nuit, dans sa chambre d'hôtel, avec ses 2 adjoints, il trace les lignes générales d'un nouvel appareil.
Les croquis qu'il présente le lendemain matin intriguent et impressionnent les représentants de la Navy. Cela permet à Douglas de rester en compétition. Mais il ne leur restait plus que 9 mois pour faire voler un prototype, et cet appareil devait répondre à des spécifications précises et sévères. Neuf mois et un jour après, c'est-à-dire avec un jour de retard, il vole. Après un vol d'environ 1 heure, son pilote rentre enthousiasmé. Pour lui, il est bien meilleur que prévu. Cela deviendra d'ailleurs une habitude pour cet avion tout au long de sa vie. Mais la fin de la guerre est proche et Douglas risque de voir son marché s'écrouler d'un coup. Une commande de 548 exemplaires passés pendant la guerre est annulée. 3 appareils sont livrés en 1945 et seulement 22 autres en 1946. Mais ces livraisons vont sauver le Skyraider. On pouvait effectivement se poser des questions sur l'avenir d'un appareil à piston. Mais le Skyraider existait et en 1947, la Navy en commande 239 en 3 versions différentes. Au fil des ans, il va remplir un très grand nombre de rôles différents. Ambulance, contre-mesures électroniques, appareils téléguidés, remorqueurs de cible, appareils de lutte anti-sous-marine, avions d'attaque de nuit, escorteurs d'hélicoptères de récupération, plateforme pour radar d'alerte, et il y aura même un modèle capable de transporter 12 passagers. Au total, il en existera une 30aine de versions principales et à peu près autant de sous-versions. La période de paix qui a provoqué l'annulation du contrat n'a pas duré longtemps. Le Skyraider va se retrouver au cœur du conflit coréen et y jouer un rôle capital. En Corée, les 2 camps idéologiques qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale se retrouvent face à face. Les restes des dictatures des années 30 sont passés sous la coupe des 2 grandes puissances, et cela pour 40 ans. La Deuxième Guerre mondiale s'est transformée en guerre froide. En Corée, les batailles ressemblent à celles de la Première Guerre mondiale. La technologie militaire américaine est face à des troupes armées de fusils et qui pataugent dans des tranchées. L'hélicoptère devient essentiel. Les forces des Nations Unies ont pratiquement toujours eu la maîtrise du ciel. La Chine a pris la relève après la destruction de l'armée coréenne. Les autorités chinoises n'ont jamais révélé ce que leur a coûté en vies humaines le maintien de la ligne de front sur le 38e parallèle. Mais cette ligne a tenu et il faudra un traité pour mettre fin à la guerre. Dans le ciel, plusieurs générations d'appareils participent à la bataille. Il y a des avions en réaction, mais il leur faut des pistes longues et aménagées. C'était un problème, surtout au début de la guerre, quand l'armée nord-coréenne a envahi toute la péninsule, à l'exclusion d'une minuscule poche autour de Pusan. Pour l'US Air Force, c'est un handicap d'être obligé d'opérer avec ses jets au départ du Japon. Les porte-avions de la Navy sont alors appelés à la rescousse pour appuyer les troupes au sol. Le Skyraider est avant tout un gros chasseur. Il n'a pas de soute à bombe intégrée. Elle n'a pas été prévue car des portes articulées et leurs vérins hydrauliques auraient accru son poids. En plus, une telle soute aurait limité les types de munitions utilisables.
À la place de cette soute, la voilure du Skyraider avait été renforcée et équipée d'un grand nombre de points d'attache qui lui permettaient d'emporter une grande variété de munitions. En fait, à un moment ou à un autre, les Skyraiders décolleront avec tout l'arsenal existant, y compris des armements qui n'en étaient qu'à l'état de projet quand le Skyraider a été conçu en 1944. Pendant la guerre de Corée, les Skyraiders ont participé à des essais ultra secrets et transporté des armes nucléaires. Plus tard, en 1953, c'est pour ce type de mission que la version AD4D a été développée. Mais le Skyraider n'a jamais eu à utiliser ce type d'armes. Sa réputation y seule l'est faite avec des armements conventionnels. En Corée, les Skyraiders ont été considérés comme la meilleure arme de la Navy. Ils larguaient avec précision n'importe quelle charge, des roquettes, des bombes au napalm et toute une gamme de bombes plus ou moins grosses en fonction des objectifs à frapper. Le Skyraider était capable de décoller avec une charge énorme. Il est arrivé au Skyraider de décoller avec un chargement plus lourd que lui. Cet avion, qui ne pesait que 5 tonnes, a emporté jusqu'à 6 tonnes et demie de chargement. C'était bien plus que ce que pouvait supporter n'importe lequel des autres appareils en service à cette époque. Plus la guerre durait, plus Douglas recevait de commandes. Des retards à la livraison expliquent l'accumulation des commandes. Un nouveau type de moteur a posé des problèmes et sa mise en service n'a pas été facile. Les ingénieurs ont consacré beaucoup d'énergie à réduire son poids. Ils ont dû renforcer sa structure pour régler un problème de résistance à l'appontage. Ce problème était dû en partie à une mauvaise technique d'appontage. L'entraînement des pilotes, comme le Skyraider lui-même, ont dû être renforcés. La plupart des modèles d'avions utilisés en Corée ont été rapidement abandonnés. Les avions à réaction, en raison de progrès techniques considérables, et ceux à moteur à piston, en raison de leur âge. On s'est ainsi posé la question du remplacement du Skyraider, mais il aurait fallu 3 appareils différents. En 1949, l'avenir des AD est incertain. On pense qu'ils ne survivront pas au jet. Mais les commandes continuent d'affluer et quand la production s'arrête définitivement, le 18 février 1957, 3180 Skyraiders avaient été fabriqués. Certains voleront encore très longtemps avant d'entrer au musée. En septembre 1960, un premier Skyraider fait son apparition sur un nouveau front, le Vietnam. Il est utilisé comme chasseur par l'aviation sud-vietnamienne. Le mois de mai suivant, 25 autres arrivent. À partir de ce moment, et jusqu'à la fin de cette guerre, ils joueront un rôle important. Le soutien des États-Unis à l'aviation sud-vietnamienne n'a cessé de se renforcer. En 1962, la formation des pilotes est transférée aux États-Unis. Coïncidence, à cette époque, les réflexions de l'US Air Force tournent autour d'une question: de quel type d'avion a-t-on besoin pour accomplir des opérations anti-guérilla ? Réponse:
un avion qui a les qualités du Douglas Skyraider. Le soutien de l'US Air Force à l'armée de l'air sud-vietnamienne a commencé officiellement en 1955, mais ce n'est que vers le début des années 60 que les conseillers américains ont été envoyés au Vietnam en grand nombre. Des pilotes américains secondaient les aviateurs vietnamiens. Il y avait aussi du personnel administratif, des équipes au sol et des instructeurs. Et les livraisons d'appareils ont continué. Entre-temps, la guérilla s'est intensifiée. Le régime de Saigon, miné par la corruption et coupé de sa population, survivait tant bien que mal. La situation était très favorable à un soulèvement populaire. Des tracts largués et des discours de propagande n'y ont rien fait. Des armes et ensuite des troupes venues du Nord ont rendu la situation intenable dans presque tout le Sud. Pour qu'une action militaire soit efficace, il fallait que le régime modifie son attitude et prenne en compte les aspirations de la population. Malheureusement, l'action politique a été réduite à quelques changements de président. La seule évolution sera une lente dégradation qui se terminera par une défaite. Les Sud-Vietnamiens sont déçus par leurs premiers Skyraiders. Ils s'attendaient à des jets, mais selon les accords de Genève, leur déploiement était interdit. L'armée de l'air sud-vietnamienne ne recevra ses premiers jets des Northrop F-5 qu'en 1967. En attendant, pour lutter contre la guérilla, ils ont dû se contenter d'autres avions. Les appareils d'observation et ceux d'attaque travaillaient ensemble pour fournir un appui-sol précis et puissant aux forces terrestres. Sous la houlette de conseillers américains, qui étaient souvent eux-mêmes aux commandes des appareils, l'aviation sud-vietnamienne a mis au point des techniques anti-guérilla qui serviront de modèle tout au long du conflit. Des fumigènes largués par des Cessna Bird Dogs utilisés comme contrôle aérien avancé indiquaient aux Skyraiders leur cible. En 1962, le Skyraider change une nouvelle fois de nom et devient le A1 quand l'US Navy révise sa nomenclature. Cette troisième dénomination, choisie par hasard, lui convenait parfaitement. L'aviation sud-vietnamienne s'est organisée, mais les efforts pour gagner cette guerre sont restés purement militaires. Avec le recul, on peut dire que mener de la sorte, elle était impossible à gagner. Les Vietnamiens ont continué de recevoir des Skyraiders. Un A1 modèle H sera abattu le dernier jour de la guerre. Ce qui restait de l'aviation sud-vietnamienne s'était réfugié en Thaïlande. 11 de ces appareils étaient des A1. Les Skyraiders étaient très efficaces dans les opérations de contre-guérilla et l'US Air Force va, elle aussi, bientôt les utiliser.
fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin. Cette annonce du président Johnson, après l'incident du golfe du Tonkin, n'était pas le premier signe de l'engagement américain au Vietnam. Le président Kennedy avait déjà mis l'accent sur l'importance de la lutte anti-guérilla. Certaines unités de l'US Air Force étaient spécialisées dans cette tâche et elles vont rapidement se retrouver au Vietnam. Elles étaient désormais soutenues par l'armée tout entière. Leur expérience a permis de monter des opérations de bien plus grande envergure. L'engagement officiel des États-Unis va complètement transformer le conflit. La puissance américaine se retrouvait face à une guérilla. Les hélicoptères sont devenus le symbole du Vietnam. Ils servaient de plateforme de tir, de transport de troupes et d'appareils de sauvetage pour les pilotes abattus. Bravo 8-1, this is Clearwater. Roger. Your pigeons to Point Cairo, 28014. Over. This is 8-1. Roger out. Les hélicoptères étaient le premier objectif des troupes au sol. Le renforcement de la machine de guerre s'est accompagné d'une série impressionnante d'erreurs politiques. L'expression « la futilité de la guerre » a pris un nouveau sens. Les Sky Raiders de l'US Air Force ont commencé à opérer au Vietnam en mai 1964 avec des observateurs vietnamiens théoriquement responsables de ces missions. Les A1 modèle E des biplaces sont les premiers Sky Raiders utilisés ici par l'US Air Force, mais il y en aura beaucoup d'autres. Quand ces modèles E ont commencé à manquer, les États-Unis étaient complètement engagés. On les a alors remplacés par des monoplaces qui étaient encore nombreux. L'usage de tels appareils, en même temps que des jets qui volent à Mach 2, n'a rien d'étonnant. Chacun avait sa spécialité. Les Sky Raiders avaient des qualités exceptionnelles. Les troupes au sol appréciaient leur énorme capacité d'emport et leur aptitude à rester en l'air en attendant leur mission. Leurs pilotes adoraient leur précision, leur stabilité, leur capacité à évoluer à basse vitesse et leur maniabilité. La robustesse de leur blindage leur permettait d'encaisser des dommages importants. Tout au long de sa longue carrière, le Sky Raider a eu droit à plusieurs surnoms. On a d'abord pensé à l'appeler le pulvériseur, mais cela n'a été qu'une idée. En Corée, il a porté son vrai nom, mais AD voulait dire Able Dog, c'est-à-dire brave toutou. On l'a aussi surnommé le Spad ou Sandy quand il servait d'appareil de sauvetage.
Leur capacité d'appui-sol était incomparable. Leur précision était bien meilleure que celle des appareils supersoniques. Ils pouvaient opérer par presque tous les temps. Les Skyraiders continuaient de voler quand les jets étaient cloués au sol. Les SPAD étaient des cibles relativement faciles, mais ils encaissaient les coups sans broncher, continuaient leur mission ou au moins pouvaient rentrer à leur base. Au Vietnam, entre 1962 et 1973, l'US Air Force a perdu 153 Skyraiders. Il y en a eu aussi 41 qualifiés de pertes opérationnelles. Compte tenu des missions qu'ils effectuaient, ces chiffres sont tout à fait à leur honneur. 146 des appareils perdus ont été abattus par des tirs d'armes automatiques, 3 ont été atteints par des SAM, 2 par des MiG et 2 autres pendant des attaques de terrain d'aviation. Ces chiffres reflètent leur utilisation pour des missions d'appui-sol n'importe où, ou bien pour escorter des hélicoptères de sauvetage. C'était très dangereux et cela arrivait tous les jours. La moyenne des pertes dues à des tirs d'armes automatiques était de 57% pour toute l'US Air Force. Ce pourcentage était de 75% pour les Skyraiders. Un avion à hélice a des avantages dans des opérations anti-guérilla. Il est moins vulnérable à des tirs d'armes automatiques. Il peut survoler indéfiniment le champ de bataille avant de larguer ses munitions. En plus, le Skyraider avait une très bonne précision d'attaque. Le comportement des A1 au Vietnam a été tel qu'on a demandé à Douglas d'étudier la possibilité d'en refabriquer. Mais chaque nouvel exemplaire aurait coûté trop cher et le projet a été abandonné. Le simple fait que cette idée ait été envisagée montre combien cet avion était apprécié. Il est très rare qu'on relance la production d'un ancien avion, et plus spécialement celle d'un avion déjà considéré comme dépassé à sa sortie. Les A1 sont passés directement du champ de bataille à la retraite, alors qu'on en avait encore besoin. Les modèles E, des A1 biplaces que l'US Air Force avait ressortis des entrepôts de la Navy, ont fini par consommer tout leur potentiel. Il arrive un moment où il devient impossible de reconstruire un avion une fois de plus. Les A1 modèle E en étaient arrivés à ce point. L'US Air Force les a remplacés par des H monoplaces. Le dernier E a effectué sa dernière mission le 10 avril 1967. Il a été rapatrié aux États-Unis par bateau. Le surnom SPAD faisait référence au biplan français de la Première Guerre mondiale. Au départ, ce nom venait du mépris des pilotes de jet à l'égard de ces vieux appareils qui encombraient leur base. Ce mépris s'est transformé en respect car les SPAD ont sauvé un grand nombre de pilotes de jet. Au Vietnam, les Skyraiders ont joué un rôle de plus, celui d'escorteurs d'hélicoptères de sauvetage. Beaucoup de spécialistes considèrent d'ailleurs que c'est dans ce nouveau rôle que les SPAD ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Les opérations d'évacuation faisaient intervenir plusieurs types d'appareils. Des appareils de contrôle, des appareils d'identification, des hélicoptères de sauvetage et des A1 utilisés comme escorteurs. Les avions de contrôle patrouillaient en altitude à l'écoute des signaux de détresse des pilotes abattus. Une fois déterminée la position d'un équipage perdu, un groupe de sauvetage était dirigé sur la zone. On a parfois utilisé des avions d'attaque pour couvrir ces opérations, surtout quand il fallait pénétrer très profond dans le Nord-Vietnam. Les équipages des hélicoptères et ceux des autres appareils étaient très courageux. Ils ont réussi le nombre incroyable de 3833 sauvetages. Rooster Lead, this is Crown 1. We've verified your identity. Sandies are en route. We'll arrive in your area in 8 minutes. Jolly Green's in 19 minutes. We have called MigCap for you. It should be in your area by now. Roger. I have tally-ho the MigCap. Thank you. Stay in orbit over Red Rooster 2 until Sandy's arrive. Roger, Crown. Roger, Crown. This is Sandy 1. Go ahead. Red Rooster Lead is still orbiting over Down Pilot at coordinates 1020 north, 10550 east. He has reported enemy automatic weapon fire 1 mile north of Down Pilot. There may be a lot more around the pilot himself. Sandy 1, this is Crown. I am designating you on-scene commander. Take over. Roger, Crown. I've got it. Les Sky Raiders ont été d'excellents escorteurs. Ils avaient assez d'endurance pour rester en l'air pendant des heures. Et ils n'avaient aucune difficulté à rester à proximité des hélicoptères malgré leur lenteur. Sur les lieux de sauvetage, ils utilisaient leur puissance de feu pour neutraliser l'ennemi. Les hélicoptères pouvaient ainsi remplir leurs tâches bien protégées. Au cours de ces missions, les Sky Raiders emportaient un maximum d'armement. Ils devaient tout nettoyer avant l'arrivée des hélicoptères qui constituaient des proies très faciles en vol stationnaire. Les A1 servaient d'appât. Ils volaient délibérément à basse altitude pour déclencher les tirs ennemis et ensuite les localiser et les neutraliser. Les risques courus par les hélicoptères étaient diminués d'autant. Être à bord d'un Sky Raider n'était vraiment pas une sinécure. La devise des groupes de sauvetage était « pour que les autres vivent » et pour cela, ils étaient prêts à risquer leur vie. Les parajumpers, ceux qui descendaient le long d'une corde pour récupérer les équipages, avaient un entraînement de plongeurs pour les sauvetages en mer. C'étaient aussi des parachutistes chevronnés, spécialistes des armes de petit calibre et du combat au corps à corps. Ils savaient aussi donner les premiers secours. Avec le reste de l'équipage, ils prenaient le risque de voler lentement et à basse altitude à bord de leur hélicoptère jusqu'au lieu de sauvetage. Souvent, ils affrontaient un feu intense et ils devaient quitter la sécurité toute relative de leurs appareils pour se transformer en cible suspendue au bout d'une corde. Et cela pour que les autres vivent. Le successeur des SPAD pour ces missions sera un autre avion de la Navy, le Vought A7 Corsair II. C'était un jet, mais il avait des qualités comparables à celles du SPAD. C'était un appareil subsonique, robuste et capable de décoller avec une charge importante. Il avait une bonne précision et pouvait patrouiller pendant très longtemps. La Navy a remplacé le Sky Raider par 3 appareils différents. Il y a eu le Grumman Tracker pour la lutte anti-sous-marine. Il est entré en service en 1954. Le Douglas Sky Warrior, sorti en 1952, a servi de bombardier à grand rayon d'action. Il avait la capacité nucléaire.
Troisième remplaçant du Skyraider, le Douglas Skyhawk, le A4, un appareil superbe qui faisait tout le reste. Mais les Skyraiders n'ont pas dû être prévenus. En 1964, ils étaient encore à bord des porte-avions au Vietnam. Ils servaient d'appareil d'attaque intermédiaire standard. Au milieu des sifflements des réacteurs des Phantoms, des Skyhawks et des Vigilant, on entendait encore le ronronnement des moteurs en étoile des Skyraiders. Dans les premières années de l'engagement de la Navy, ils représentaient une part importante de la force de frappe de ces porte-avions. Leur capacité à voler à basse vitesse, leur précision et la quantité de bombes qu'ils pouvaient emporter ont eu des effets dévastateurs. Et en rentrant, ils recherchaient des cibles au hasard. Les meilleures choses ont une fin. Comme il était impossible de relancer la fabrication des Skyraiders, il a fallu se contenter de ceux existants. Ils se faisaient vieux, pas tant à cause de leur âge réel que du traitement qu'on leur faisait subir. Ce qu'un avion de combat doit encaisser est inimaginable. Les Skyraiders seront remplacés par un quatrième appareil, le Grumman A6 Intruder. Cette fois-ci, les A1 ont été réformés et pour de bon. Le dimanche 20 février 1972, le lieutenant Hill descend de son Skyraider sur le pont du Coral Sea après une mission au-dessus du Vietnam. Il a 23 ans, le même âge que son appareil. Il vient d'accomplir la dernière mission de combat d'un Skyraider de la Navy. On ne pouvait plus prolonger son utilisation. Il était temps de l'arrêter. Après une carrière qui a défié le temps, le Skyraider a eu droit à une retraite méritée. Ses successeurs étaient déjà en service. Il était même déjà temps d'en remplacer certains. Les pilotes ont vécu une véritable histoire d'amour avec leur A1. Ils étaient désespérés à l'idée d'abandonner leur SPAD. Ils n'avaient rien contre les nouveaux appareils, mais la facilité de pilotage du A1, ses commandes dures mais efficaces, sa précision, sa puissance, le plaisir qu'il procurait étaient irremplaçables. Leur mission était parfois si longue qu'ils emportaient leur déjeuner avec eux. Le A1 a eu des successeurs, mais pas de véritables remplaçants.